Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui l'ambassadeur Jack Matlock, qui a d'abord été affecté à l'ambassade des États-Unis à Moscou dans les années 1950, puis est devenu ambassadeur auprès de l'Union soviétique dans les années 1980. Aux côtés du président Reagan, il a contribué à négocier la fin de la guerre froide. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission, monsieur. C'est toujours un grand honneur. Merci. Très heureux de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Ce dont je voulais vraiment parler avec vous, c'est d'un de vos livres, qui a en fait été publié en 2010, mais qui, selon moi, est plus pertinent que jamais. Superpower Illusions. Comment les mythes et les fausses idéologies ont égaré l'Amérique et comment revenir à la réalité. J'imagine que nous voyons aujourd'hui certaines des conséquences de ce dont vous parliez à l'époque. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait: quels sont les principaux mythes concernant la manière dont l'Union soviétique a été vaincue et en substance, qu'est-ce qui a égaré l'Amérique? Vous savez, la situation au Moyen-Orient a désormais atteint un tel niveau de crise qu'il peut être un peu difficile de penser à autre chose. Mais ce que nous voyons maintenant, je pense, c'est le début d'une tragédie encore plus grande que plusieurs de celles que nous avons connues récemment, comme les guerres en Ukraine et ailleurs. En ce moment, les combats actifs entre l'Iran et Israël et la possible implication américaine sont dans tous les esprits ce matin. Mais permettez-moi de revenir en arrière. Je pense que ce que j'ai écrit il y a 15 ans, dans l'espoir d'influencer l'administration Obama entrante, reste pertinent. Cela s'applique à une grande partie des conflits actuels, qui, selon moi, auraient pu être évités. Et c'est là toute la tragédie de notre situation actuelle. Mais pour revenir à votre question directe, non, l'argument que j'ai avancé dans Superpower Illusions était que nous largement mal compris la façon dont la guerre froide s'est terminée et que nous l'avons mal interprétée. Tout d'abord, nous avons considéré cela comme une victoire pour les États-Unis et l'Occident. Il s'agissait d'un règlement négocié qui profitait à la fois à l'Union soviétique, qui l'a négocié, aux États-Unis et à tout le monde, car il nous a menés à une situation où les armes nucléaires ont été considérablement réduites, où nous avions pour objectif de les éliminer complètement, et où l'Europe de l'Est, qui avait été militairement dominée par l'Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale, a été libérée et est devenue plus démocratique. Donc je pense que considérer la fin de la guerre froide comme une victoire obtenue par le renforcement de notre armée ou par la compétition économique est tout simplement incorrect. C'était un règlement négocié pour tous. Le deuxième mythe, largement répandu, Yoex Warden Gerfod Sustnir Seris Tidusenoret effondré. C'est tout simplement faux. La guerre froide s'est terminée au moins 2, voire environ 3 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique. L'Union soviétique ne s'est pas effondrée à cause de la pression occidentale ou de quelque chose de ce genre. En réalité, les États-Unis ont essayé d'aider Gorbatchev à préserver une union volontaire de toute l'Union soviétique, à l'exception des 3 pays baltes. Pendant toute la guerre froide, nous n'avons pas reconnu qu'ils faisaient légalement partie de l'Union soviétique. Donc nous avons toujours soutenu leur libération. Et je tiens à souligner que l'un des derniers actes de l'Union soviétique de Gorbatchev a été de voter pour leur libération. Donc l'idée qu'ils ont dû se battre pour cela est tout simplement fausse. Oui, il y a eu des pressions exercées, mais l'Union soviétique a reconnu leur indépendance avant de s'effondrer. Maintenant, concernant l'effondrement du reste, à l'époque, le président Bush s'est en fait rendu à Kiev
en 1991, alors que toutes les pressions se développaient pour provoquer la dislocation de l'Union soviétique. Il a prononcé un discours devant le Parlement ukrainien, mettant en garde contre un nationalisme suicidaire et recommandant qu'il reste dans une union volontaire avec l'Union soviétique de Gorbatchev, qui devenait beaucoup plus libre et tentait de se réformer de manière démocratique. Donc, l'idée selon laquelle il s'agirait d'une victoire de l'Occident, ou que cela aurait été provoqué par l'Occident en raison de pressions économiques et militaires, est tout simplement fausse. Mais le problème, c'est que cela a engendré une idée, à la fois aux États-Unis, en Europe occidentale et en Russie, selon laquelle la Russie était un pays vaincu. Or, si l'on regarde la dissolution de l'Union soviétique, elle a été menée par le dirigeant de la Russie, le chef élu de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, Boris Eltsine. Donc, l'idée que l'on entend aujourd'hui, « Oh, la Russie a toujours été expansionniste, la Russie a des visées sur ceci ou cela », on oublie que c'est la Russie qui a joué le rôle clé dans la dislocation de l'Union soviétique. Le problème avec beaucoup d'attitudes actuelles, c'est que nous avons tout simplement déformé et ignoré une grande partie de cette histoire. Oui, j'ai aussi apprécié dans votre livre la façon dont vous expliquez que les leçons tirées ont culture très dangereuse. C'est-à-dire que, si l'on supposait que la paix avait été obtenue par la négociation, cela aurait conduit à une certaine leçon historique. Alors qu'au contraire, si la paix est obtenue par une victoire militaire, cela engendre une culture très différente, une mentalité, je suppose, plus belliqueuse quant à ce qui crée la paix dans le monde. Mais je voulais passer à ce qui s'est passé après l'effondrement de l'Union soviétique, car vous parlez aussi de ces visions concurrentes d'un nouvel ordre mondial. Et vous mentionnez spécifiquement la version de Zbigniew Brzezinski de la théorie du Heartland eurasiatique de Mackinder, qui selon vous l'a emporté, c'est-à-dire, je suppose, une vision unipolaire ou hégémonique du monde. Eh bien, j'ai toujours pensé, et c'était déjà vrai à l'époque où Brzezinski était conseiller à la sécurité nationale, qu'il avait une vision très superficielle des relations internationales. De plus, en réduisant tout à une simple question de contrôle territorial, il passait à côté de l'essentiel. Je n'ai jamais estimé que la thèse de Mackinder avait le moindre sens. Selon cette idée, celui qui contrôle la île-monde, c'est-à-dire l'Asie et l'Europe, contrôle le monde. C'est absurde. La Grande-Bretagne et l'Empire britannique sont devenus, je dirais, l'hégémon sur la majeure partie du monde, sans disposer d'une force militaire substantielle dans la soi-disant île-monde de l'Eurasie. Ils y sont parvenus grâce à la puissance maritime. Mais comme tous les autres empires, cela n'a été qu'une situation temporaire. Et bien sûr, avec les deux guerres mondiales, l'Empire britannique a été presque entièrement dissous. Bien sûr, il y a certains résultats dont nous pouvons discuter avec, on pourrait dire, le Canada, l'Australie et d'autres. Les dominions maintenaient encore une relation spéciale avec le Royaume-Uni. Mais le fait est que ces empires ont été relativement de courte durée et ont subi beaucoup de dégâts. D'abord pour les pays contrôlés, mais aussi pour la métropole, en raison des ressources qui devaient être investies dans l'armée et d'autres moyens obligatoires. Et je pourrais ajouter ici que l'idée selon laquelle le pouvoir militaire ou économique pourrait transformer d'autres sociétés a, à mon avis, été une erreur fondamentale. Les États-Unis sont sortis, on pourrait dire, de la fin de la guerre froide et de l'effondrement de l'Union soviétique, comme étant sans aucun doute le pays le plus puissant du monde, à la fois militairement et, ce qui est très significatif, économiquement. Comme je l'ai souligné dans le livre, il existait une possibilité, à partir de 1992 pourrait-on dire, pour les États-Unis de jouer un rôle
un rôle actif dans, disons, la gestion de la paix. Je pense qu'il était déraisonnable de croire que nous allions créer une utopie sans guerre ni conflit. Cela, à mon avis, fait abstraction de toute l'expérience historique. Mais ce que nous aurions dû retenir, c'est que tenter d'utiliser notre puissance militaire et économique pour contraindre d'autres sociétés n'allait pas fonctionner sur le long terme. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences, je pense, avec la multiplication des guerres qui, si nous ne parvenons pas à maîtriser la situation, finiront par nous engloutir tous. Je pense que c'était un consensus un peu dangereux, parce que l'idée que la sécurité découlerait de l'hégémonie a en quelque sorte rassemblé différents groupes. Certains étaient vraiment optimistes quant à la possibilité de dépasser les conflits du passé grâce à un hégémon libéral, et cela a aussi attiré bien sûr les éléments plus néoconservateurs qui voyaient dans les moyens militaires l'instrument principal. Mais quels ont été, selon vous, les principaux accords après la guerre froide, les accords et les plans pour une nouvelle architecture de sécurité européenne? Parce qu'au départ, nous avions effectivement certains accords pour créer une architecture de sécurité européenne inclusive qui dépasserait la politique des blocs. J'imagine qu'une grande partie de cela reposait aussi sur la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Mais quels étaient ces principaux accords selon vous? Et pourquoi n'ont-ils pas tenu? Eh bien, vous savez, nous avions l'acte final d'Helsinki bien avant la fin de la guerre froide, qui établissait certains principes. L'un d'eux était l'engagement à protéger les droits de l'homme. Et cela a joué un rôle très important dans le développement de la démocratisation de l'Union soviétique. Mais il y avait aussi le principe selon lequel il ne devait pas y avoir de modification des frontières sans le consentement mutuel des deux pays concernés. Or, l'une des choses que nous n'avons pas faites après 1991 et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est de développer davantage les structures qui avaient été créées, comme l'OSCE, qui n'avaient pas de réel pouvoir, mais auraient pu être renforcées. En réalité, il n'y a pas eu d'effort pour construire une structure de sécurité incluant tout le monde, car il y a eu une décision dans les années 90, prise par l'administration Clinton, de commencer à élargir l'OTAN. Je précise que c'était une décision de l'administration Clinton, car l'OTAN ne peut accepter de nouveaux membres sans le consentement unanime de ses membres existants. Et bien sûr, à bien des égards, le membre le plus essentiel en termes de puissance militaire et économique a été les États-Unis. Auparavant, il y avait une initiative appelée le Partenariat pour la paix, non pas pour élargir l'OTAN dans ce cas, mais pour développer un partenariat qui permettrait une diminution progressive des forces militaires en Europe. C'était une initiative à laquelle la Russie a participé, tout comme la plupart des États successeurs de l'Union soviétique. Mais au lieu d'utiliser cela comme substitut à l'élargissement de l'OTAN, ce qui était tout à fait acceptable pour la Russie, l'administration Clinton a décidé de commencer à élargir l'OTAN. Et cela, je pense, a été fortement contesté par le président russe, Eltsine. Il est d'ailleurs assez ironique qu'à un moment donné, et nous le savons grâce à des documents désormais déclassifiés, le président Clinton disait à Eltsine que le partenariat pour la paix serait un substitut à l'élargissement de l'OTAN. Au même moment, le département d'État avait donné pour instruction à notre ambassadeur à Varsovie de dire que cela constituerait une étape vers l'élargissement et l'inclusion de l'OTAN. Bien sûr, donc notre diplomatie à cette époque était un peu hypocrite, je dois le dire. Cela s'est produit après ma retraite. Mais le fait est qu'il n'y avait aucune menace pour les pays d'Europe de l'Est lorsque nous avons commencé à élargir l'OTAN. Maintenant, ce qui est important,
c'est que l'OTAN a d'abord été créée comme une alliance défensive pour empêcher, pourrait-on dire, l'invasion de l'Europe de l'Ouest par l'Union soviétique, qui comptait alors la Pologne parmi ses alliés, ainsi qu'une grande partie de l'Europe de l'Est et des Balkans. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'on commence à s'élargir alors qu'il n'y a pas de menace, cela devient une alliance offensive. Et je dois dire que lorsque nous débattions de cette question dans les années 90, j'ai témoigné devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui était alors présidée par Joe Biden, le sénateur du Delaware. J'ai déclaré que ce serait une énorme erreur car cela serait perçu, si cela se poursuivait, comme une menace par n'importe quel gouvernement russe. En réalité, le président Eltsine a accepté les premiers élargissements à contre-cœur, mais il a posé une condition, qu'il n'y ait pas de bases étrangères, en particulier américaines, dans ces pays. J'ajouterai ici, lorsque nous parlons de l'élargissement de l'OTAN, que la question la plus sérieuse n'est pas l'élargissement en tant que tel. C'est la garantie qui est donnée aux membres, la garantie de considérer une attaque contre l'un comme une attaque contre tous. Ce n'est pas cela le plus grave. Ce qui compte, c'est que si vous utilisez cette adhésion pour y installer vos bases, cela devient alors le véritable problème. Et c'est un point qui, à mon avis, a été largement ignoré dans les réflexions actuelles en Europe et aux États-Unis. Mais il était absolument clair pour moi et pour presque tous ceux qui occupaient des postes de responsabilité lors des négociations de la fin de la guerre froide que c'était une grave erreur. Car on ne pouvait plus, si notre objectif après tout avait été, à la fin de la guerre froide, ce que nous appelions une Europe entière et libre. Et ce que le président Gorbatchev de l'Union soviétique appelait notre maison européenne commune. Et ce sont les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN qui ont rompu, pourrait-on dire, cet accord lorsque nous avons commencé à faire de pays qui n'étaient pas menacés des alliés militaires, mais qui inévitablement, si l'OTAN y installait des bases, seraient considérés comme une menace par la Russie. D'accord, désolé pour cela. Peut-être pouvons-nous, en tout cas, je pense que cela a été une erreur fondamentale, qui, lorsqu'elle s'est étendue à la prise en considération de l'Ukraine et de la Géorgie comme futurs membres, ces pays étaient des républiques de l'Union soviétique, que nous reconnaissions comme faisant partie de l'Union soviétique. Et la Russie avait de bonnes raisons, en particulier dans le cas de l'Ukraine, de considérer leur, on pourrait dire, leur neutralité. Si le monde devait être divisé en blocs militaires, leur neutralité était essentielle à leur propre sécurité. Je crois donc que ce furent des erreurs fondamentales. Permettez-moi également de dire que tout au long de cette période, il était très clair pour moi et pour beaucoup d'autres que le refus du gouvernement israélien de développer une solution à deux États, nous nous en sommes le plus rapprochés, bien sûr grâce à la diplomatie norvégienne dans les années 90, lorsqu'il semblait que nous avions un accord pour un État palestinien. Nous voyons aujourd'hui les conséquences de cet échec. Et pourtant, les États-Unis fournissent actuellement les armes pour un génocide. Et le conflit actuel avec l'Iran peut nous amener au bord de l'utilisation d'armes nucléaires. Mais même sans cela, une confrontation générale là-bas ne sera pas seulement une catastrophe humaine, elle aura aussi des répercussions sur la sécurité de l'Europe. Il me semble donc que cette politique des États-Unis, alimenter les guerres au lieu de prendre du recul, comme ils pourraient le faire, et essayer de jouer les médiateurs pour que les différents locaux restent locaux, plutôt que de les attiser en soutenant un camp ou l'autre, n'a pas servi les intérêts de notre peuple. En tant qu'Américain, je pense que cela n'a pas été dans l'intérêt de notre peuple.
has not been in the interest of our people. No, I think it's reasonable to argue that Non, je pense qu'il est raisonnable de soutenir que le moment unipolaire a permis à Israël de ne faire aucune concession, étant donné qu'il avait toujours les États-Unis derrière lui. Et je pense qu'au final, ce n'est pas non plus dans l'intérêt d'Israël, car on voit aujourd'hui les conséquences du refus de toute concession, à savoir cette confrontation terrible. Mais dans votre livre, vous avez consacré tout un chapitre à l'illusion unipolaire. Selon vous, pourquoi la unipolarité était-elle une illusion dès le départ? Je suis désolé, j'ai pas compris. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier intitulé « L'illusion unipolaire ». Je me demandais si vous pouviez résumer votre argument. Pourquoi l'unipolarité a-t-elle toujours été une illusion? Oui, en gros, il y avait l'illusion que la puissance américaine, militaire et économique, pouvait transformer d'autres sociétés, et l'idée que le monde était destiné à devenir démocratique, ce que nous avons affirmé, et que nous pouvions y contribuer en intervenant pour encourager la démocratie et protéger les minorités ou d'autres groupes menacés. Je pense que tout cela était tout à fait incorrect, car un pays ne peut pas créer la démocratie dans un autre. Si la démocratie est le gouvernement du peuple de ce pays, seuls les habitants de ce pays peuvent la créer. Et aucun de nous n'a une démocratie parfaite, encore moins les États-Unis, même si nous l'appelons une démocratie. Nous sommes une république qui est désormais dirigée par une oligarchie. Je ne vais pas entrer dans toutes les raisons de cela, mais l'idée même que le monde était destiné à devenir démocratique et capitaliste est, comme d'autres utopies, totalement dénuée de fondement dans la réalité. Pensez que, d'une manière ou d'une autre, en utilisant notre force militaire et économique, nous pourrions créer une société plus démocratique dans laquelle nous vivrions en paix les uns avec les autres. Si vous faites cela par la coercition économique ou par la force militaire, vous ne faites qu'aggraver les problèmes au lieu de les résoudre. Je pense donc qu'il y a eu ce malentendu fondamental. Eh bien, dans la seconde partie du titre de votre livre, il est écrit « Comment revenir à la réalité ». Et je pense que c'est un point important, car il y a 3 semaines, nous avons vu que la dissuasion nucléaire de la Russie a été attaquée. Et au lieu d'une condamnation ou d'une inquiétude, il y a eu presque une célébration unanime dans les capitales occidentales, ce qui me choque. Et encore une fois, nous voyons maintenant au Moyen-Orient non seulement un génocide, mais aussi une attaque surprise contre les réacteurs nucléaires iraniens, en plein milieu de négociations. Donc, encore une fois, il semble que nous entrions dans un territoire très dangereux. Et pour citer votre livre, il faudrait effectivement un retour à la réalité et à la retenue. Où voyez-vous le monde aller à partir de maintenant? Que peut-on faire pour éviter une catastrophe? Je sais que c'est une question difficile, mais étant donné que vous avez participé aux négociations pour mettre fin à la guerre froide, que conseilleriez-vous aux diplomates d'aujourd'hui? Comment devraient-ils résoudre ces problèmes? Eh bien, c'est une question très complexe, et les choses sont allées si loin qu'à moins d'avoir des dirigeants déterminés à négocier une fin raisonnable à ces conflits, nous n'y parviendrons pas. Pour ma part, je pense qu'à ce jour, nos dirigeants ont été suffisamment responsables pour ne pas utiliser réellement ces armes nucléaires, mais les attaques contre les armes nucléaires, les bombardiers stratégiques, en utilisant ce qui est, en fait, des techniques terroristes, c'est-à-dire que ces armes étaient dissimulées dans des camions et utilisées grâce à un réseau d'espionnage, quelque chose qu'Israël d'ailleurs a fait à plusieurs reprises au Moyen-Orient. Tout cela fait tomber les barrières théoriques générales sur ce qui est juste ou non en temps de guerre.
what is fair in war and what is not. All of these wars are undeclared. We have stopped even. Toutes ces guerres ne sont pas déclarées. Nous avons même cessé de respecter la nécessité légale de déclarer la guerre lorsque nous utilisons la force militaire. Ce qui m'inquiète dans cette évolution, ce n'est pas tant que l'un des dirigeants actuels du monde va réellement utiliser une arme nucléaire. Je suppose que le pays le plus susceptible de le faire est probablement Israël. Mais je ne crois pas que les dirigeants américains, soviétiques ou chinois soient enclins à utiliser des armes nucléaires. Le danger, c'est que si ces armes échappent à tout contrôle, il existe des moyens de les faire passer en contrebande dans des camions, et elles pourraient causer des dégâts irréparables. Par exemple, même une petite bombe nucléaire dissimulée dans un camion, introduite clandestinement aux États-Unis et conduite par un kamikaze jusqu'à Washington, sur Pennsylvania Avenue, entre le Capitole et la Maison-Blanche, pourrait anéantir notre gouvernement. C'est une possibilité bien plus probable que celle d'un gouvernement majeur qui le ferait. L'autre possibilité que je vois, c'est si nous continuons d'accroître la pression militaire sur la Chine, et qu'il devait un jour y avoir une tentative d'invasion de Taïwan par la Chine. Si nous essayons d'intervenir, et que les Chinois utilisaient une arme nucléaire contre notre force opérationnelle, comment allons-nous riposter? Je pense donc que nous ne maîtrisons pas la situation, et cette idée selon laquelle, puisqu'elles n'ont pas encore été utilisées, elles ne le seront probablement pas, je crois que c'est une vision naïve. Et je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient en est le résultat. Après tout, pourquoi l'Iran n'aurait-il pas le droit à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques? Et pourtant, nous et Israël essayons d'empêcher cela depuis les années 1990. Nous avons donc tendance à imposer aux autres des restrictions auxquelles nous ne sommes pas prêts à nous soumettre nous-mêmes. Et cela m'inquiète. Je pense que les armes de destruction massive et les armes biologiques entre les mains de terroristes peuvent être bien plus dangereuses que nous ne le reconnaissons aujourd'hui. Lorsque nous bafouons les normes, faisons des exceptions et tentons d'exercer des pressions militaires et économiques sur des pays qui ne nous menacent pas, je pense que nous contribuons à créer cette situation anarchique qui est extrêmement dangereuse. Oui, je pense que pour résumer ton argument, je suis d'accord sur le fait qu'il y aura toujours de la concurrence et des conflits. Mais ce sont les règles fondamentales qui semblent toutes s'être effondrées. Je pense que certaines de ces règles se sont effondrées pendant le moment unipolaire, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune raison de suivre les règles s'il n'y avait aucune contrainte sur nous-mêmes. Comme vous l'avez dit, nous commençons à imposer des limitations et des règles aux autres que nous n'acceptons pas pour nous-mêmes. Et bien sûr, de nouvelles technologies émergent. Il n'y a plus de règles pour cela. C'est l'une des choses qui m'a préoccupé avec la guerre par procuration en Ukraine également. Les règles d'une guerre par procuration en termes de ce qu'il est possible de faire. Par exemple, lancer des missiles opérés par des forces occidentales sur la Russie, c'est quelque chose qui ne se faisait pas auparavant. Il semble donc que toutes les règles soient en train d'être brisées. Génocide, attaque surprise pendant les négociations. C'est profondément préoccupant, car sans aucune règle, il est très difficile de limiter certains des pires aspects d'une rivalité entre grandes puissances. Quoi qu'il en soit, ambassadeur Matlock, merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous parler. Alors merci encore. Merci pour cette opportunité.